Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire sur les maltraitances dans le secteur sanitaire et médico-social, savoir repérer les situations pour agir. Il sera animé par moi-même et par Alexis Verviel qui sommes chargés de mission plaidoyer à France Asso Santé. Et nous avons la chance pour ce sujet de bénéficier de l'expertise d'Alice Casagrande, qui est conseillère maltraitance, lutte contre les maltraitances auprès du ministère des Solidarités, de l'Autonomie et des personnes handicapées, et de Nicolas Brun, UNAF, représentant des usagers, ainsi que de Jean Vils, formateur du réseau, représentant des usagers, et aussi à l'association Alma Paris. Avant de commencer et de vous présenter très rapidement le programme et pour laisser le temps aux participants d'arriver, quelques petits conseils pour bien utiliser la plateforme qui héberge le webinaire. On vous recommande d'utiliser plutôt Google Chrome ou alors une connexion Ethernet, c'est la connexion avec le câble. Vas-y, passe Alexis. Hop. Voilà, si vous souhaitez prendre la parole, vous pouvez le signaler dans le chat et l'animateur vous fera monter sur scène. Ensuite, il faudra cliquer sur « Participer » et de préférence utiliser un casque audio pour la gestion du micro. On en profite pour vous signaler que tous les participants verront votre vidéo si vous montez sur scène. C'est bon, je peux passer. Voilà, donc pour commencer ce webinaire, Alice Casagrande va nous présenter un petit peu la définition et les concepts clés des maltraitances et puis aussi les enjeux autour des états généraux des maltraitances. Ensuite, le webinaire sera articulé autour de 2 cas concrets qui nous donneront l'occasion de réfléchir et de discuter sur ces situations et de réfléchir à des pistes d'action et des ressources. Donc Alice, on te laisse la parole. Pardon, il fallait que je rebranche le micro. Merci beaucoup à France Asso Santé de ce webinaire. Merci à tous d'être présents aujourd'hui. Donc, je m'appelle Alice Casagrande, je suis conseillère auprès du ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des personnes handicapées. Et je suis conseillère spécifiquement chargée de la lutte contre les maltraitances. À ce titre, je suis très heureuse de vous accueillir pour cet échange et cette dynamique que nous partageons tous et qui, en particulier, nous sollicite aujourd'hui par rapport au public donc vulnérable dont vous avez les uns et les autres la connaissance que vous défendez dans vos missions de représentants des personnes soignées, des personnes accompagnées, de représentants des usagers dans les hôpitaux et les établissements sociaux et médico-sociaux. Quelques petits enjeux que je souhaitais partager avec vous. Peut-être d'abord vous dire, si on peut revenir pour la diapo précédente, que ce sujet de la maltraitance n'est pas que votre sujet et que notre sujet, même si on pourrait en avoir l'impression. Ce sujet est un grand sujet d'inquiétude pour les Français. Nous avons souhaité le vérifier. Nous avons souhaité savoir si, en militant de la cause, nous étions peut-être un petit peu influencés. Nous avons demandé au Crédoc de réaliser une enquête en novembre dernier auprès de 3000 Français pour savoir si la maltraitance faisait partie des inquiétudes des Français et qu'est-ce que les Français avaient à dire sur cette question. Et effectivement, on peut mettre la diapo suivante. Quand on demande aux Français quels sont vos sujets d'inquiétude pour vous-même ou pour vos proches, eh bien, comme vous le constatez sur cette diapo, la maltraitance arrive très haut. Je pense qu'aucun de vous ne sera étonné que la première des inquiétudes des Français pour eux-mêmes ou leurs proches, c'est la maladie grave. Vous voyez qu'elle arrive en tête pour 74% des Français, mais juste en dessous, et c'est en rouge, la maltraitance envers les publics vulnérables. Personne ne s'attendait à ce niveau d'inquiétude. On pourra y revenir si vous le souhaitez. Vous voyez que ça arrive avant le changement climatique, la guerre, le terrorisme ou encore le chômage. Et par conséquent, nous sommes dans un sujet, je vais le dire, qui est partagé. Et donc, il est à notre sens, de notre responsabilité, à nous, pouvoir public, de partager avec vous tous les moyens de mieux répondre à cette inquiétude des Français, qu'elle coïncide avec une réalité ou non.
Si on va un petit peu plus loin, on constate, et c'est le Crédoc qui nous l'apprend, que plus les personnes sont vulnérables et plus cette inquiétude est forte quand on vit seul ou quand on se sent seul, quand on vit sur un territoire qu'on pense délaissé par les pouvoirs publics, quand on pense être confronté à des difficultés que les pouvoirs publics ou les médias ne voient pas vraiment, ou enfin quand on se sent en situation de vulnérabilité, eh bien, le niveau de préoccupation sur la maltraitance augmente et vous avez les chiffres sous les yeux. Donc, plus on est fragile et plus on se sent inquiet. On a cherché à savoir exactement de quel public les Français se préoccupaient, ou en tout cas sur lesquels ils étaient particulièrement inquiets. Pour vous dire la vérité, on s'attendait aux enfants, parce qu'on s'attendait à ce que ce public a fait l'objet d'une large médiatisation ces dernières années, et tout à fait légitimement bien sûr, soit cité en premier. Or, vous le voyez, les deux publics les plus cités, à 65% à égalité, ce sont les publics en situation de handicap et les personnes âgées. Donc, l'inquiétude des Français ne porte pas seulement sur les publics les plus visibles dans les médias et dans les émotions publiques, encore une fois parfaitement légitimes, ce sont bien les adultes en situation de vulnérabilité dont les Français estiment qu'on n'en parle pas assez, 6 Français sur 10. Enfin, suivant les Français, eh bien, les pouvoirs publics sont attendus. 65% des concitoyens, vous le voyez, jugent que les pouvoirs publics ne font pas assez pour lutter contre les formes de maltraitance envers les personnes vulnérables. Et on a voulu vous mettre une comparaison pour que vous puissiez voir à quel niveau ça se situait. Et à titre de comparaison, 57% estiment que les pouvoirs publics ne font pas assez concernant le pouvoir d'achat et 44% sont du même avis concernant l'action publique envers les plus démunis. Donc, vous voyez que ça arrive très haut dans les attentes du public à l'égard de l'administration et à l'égard des ministres. Alors, ceci étant dit, une fois qu'on a dit que les personnes étaient inquiètes, de quoi s'inquiètent-elles et précisément aujourd'hui, de quoi allons-nous discuter, de quoi allons-nous parler ensemble pour essayer de trouver des réponses? La maltraitance, les maltraitances, de quoi on parle? Alors, je voudrais d'abord vous citer la définition française de la maltraitance. Il existe des définitions dans les textes internationaux, il existe des définitions de référence qui sont plus anciennes, mais celle qui est aujourd'hui en vigueur dans les textes juridiques français, elle est toute récente, elle date de la loi du 7 février 2022 qui inscrit cette définition au Code de l'action sociale et des familles. Je cite également le fait que cette définition est également mentionnée dans le Code de la santé publique. On a donc une définition qui est clairement affichée par le législateur comme transversale pour l'ensemble des situations de vulnérabilité, et on y reviendra. La maltraitance au sens du présent Code vise toute personne en situation de vulnérabilité, on reviendra sur cette expression, lorsqu'un geste, une parole, une action ou un défaut d'action compromet ou porte atteinte à son développement, à ses droits, à ses besoins fondamentaux et ou à sa santé, et que cette atteinte, donc vous voyez que c'est des conditions cumulatives, et que cette atteinte intervient dans une relation de confiance, de dépendance, de soins ou d'accompagnement. On reviendra bien sûr sur tous ces termes. Les situations de maltraitance peuvent être ponctuelles ou durables, diapo précédente s'il vous plaît, intentionnelles ou non, c'est extrêmement important. Les textes américains, par exemple, citent la maltraitance lorsqu'il s'agit d'actions délibérées, d'actions intentionnelles. La définition française peut aussi signifier des maltraitances involontaires, imprévues, par inconscience, par toutes sortes de facteurs. Donc, on n'a pas une intention de nuire nécessairement dans les faits de maltraitance. Leur origine, on y reviendra aussi, peut être individuelle, collective ou institutionnelle. Les violences et les négligences peuvent revêtir des formes multiples et associées au sein de ces situations. Pour traduire ce dernier point, c'est très simple. Quand vous avez une maltraitance physique, vous avez parfois en même temps ou avant ou après une maltraitance psychologique. Autrement dit, les catégories de maltraitance dont on se parle ne sont pas des catégories pures, ne sont pas des catégories cloisonnées et exclusives les unes des autres. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette définition? On a peu de temps, donc je voudrais souligner 3 points.
Le premier point, c'est que contrairement aux textes internationaux, la spécificité française, c'est que cette définition est transversale à tous les publics, qu'ils soient mineurs ou qu'ils soient majeurs en situation de vulnérabilité. Deuxième transversalité, c'est que ça concerne aussi bien les institutions que le contexte familial, dès lors, vous l'avez vu, qu'il y a une relation particulière de confiance, de soins, d'accompagnement. Autrement dit, vous l'avez de la part d'un instituteur envers un enfant, vous l'avez de la part d'un aidant envers son proche en situation de handicap ou âgé, vous l'avez aussi naturellement si vous êtes dans un cabinet d'un médecin de ville ou si vous êtes soigné par des professionnels dans un EHPAD ou dans un établissement de santé. Et la caractérisation, c'est donc la situation de vulnérabilité et la relation particulière. Il faut absolument souligner le deuxième point, les formes de la maltraitance, le deuxième point important. Dans les maltraitances, vous avez deux types de choses, les actions et les défauts d'action, qu'on peut appeler aussi les violences, donc les agressions physiques, verbales, sexuelles, etc., et les négligences. Donc finalement, il y a deux types de maltraitance, ce qui est fait violemment ou ce qui n'est pas fait, un défaut de soins, un défaut d'accompagnement, un défaut d'information, et puis si on veut aller un petit peu plus loin aussi, ce qu'on pourrait appeler les trous dans la raquette dans un parcours d'une personne entre un établissement, entre un service. Donc, il y a toutes les omissions. Troisième élément que je voulais signaler, c'est qu'il y a des échelles possibles, et je pense que vous êtes bien placés pour le savoir. Dans les maltraitances, il y a la responsabilité, l'engagement, finalement l'erreur ou la faute individuelle, mais il y a aussi la responsabilité, l'engagement collectif, et puis il y a ce qu'on peut appeler la responsabilité institutionnelle. Tous les éléments que je vous cite ici sont documentés et vous pouvez bien sûr avoir davantage de compléments, de détails et d'explications dans des documents que je vous ferai passer par le chat un petit peu plus tard si cela vous intéresse. Il y a deux grandes nouveautés dans cette définition. D'abord, c'est que les personnes qui sont concernées par la maltraitance, ce n'est pas les personnes vulnérables au sens du code pénal, au sens de personnes âgées, au sens de mineurs, voilà. C'est ce qu'on appelle la situation de vulnérabilité. En fait, la vulnérabilité, on y entre et on en sort. Vous le savez très bien, que ce soit une situation de fragilité psychologique, une situation de précarité économique, une situation d'état de santé dégradé. La vulnérabilité, ce n'est pas une définition de vous. À des moments où on est vulnérable et d'autres où on l'est moins, suivant toute une série évidemment de facteurs, la vulnérabilité sociale, le handicap, la fragilité due à l'âge. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, vous ne pouvez pas dire il y a ceux qui sont vulnérables et ceux qui ne le sont pas. Tout le monde est potentiellement en situation de vulnérabilité. Ça élargit le champ des personnes concernées potentiellement par les maltraitances et ça oblige à réfléchir à qu'est-ce que c'est qu'une situation de vulnérabilité. Je vais vous prendre un exemple très caricatural. Quand vous êtes dans un établissement de santé en attente d'un diagnostic et d'un diagnostic qui peut être grave, je pense à par exemple une maladie chronique comme le cancer, vous êtes en attente, vous n'êtes pas malade officiellement, vous n'êtes pas labellisé personne handicapée, vous n'avez pas forcément 85 ans. Et pourtant, je pense que ceux qui connaissent ces situations-là d'attente d'un diagnostic savent que ça peut être des situations où on se sent extrêmement exposé, bref, des situations de vulnérabilité où l'information, l'accueil, les mots qu'on aura envers vous sont évidemment très, très importants. Pour toutes les personnes, c'est le deuxième point, la maltraitance peut être une atteinte non seulement, et ça vous le savez déjà, et c'est d'un grand classique, une atteinte au droit, une atteinte à la santé, mais tout ça c'est très connu, mais aussi, et ça c'est le grand trésor que nous a appris la protection de l'enfance, la maltraitance c'est une atteinte au développement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui va vous faire violence ou ce qui ne va pas vous être apporté ne va pas menacer seulement votre intégrité physique, votre état de santé, mais quelque chose de tout à fait propre à la personne humaine qui est qu'elle grandit, qu'elle apprend, qu'elle guérit, parfois elle se rétablit d'une difficulté, qu'elle a une croissance, on peut dire émotionnelle, sociale, professionnelle, affective, spirituelle, que sais-je encore. Ça veut dire que même très âgé, vous êtes en développement, même adulte, vous êtes en développement, c'est pas parce que vous êtes au-dessus de 18 ans que vous n'apprenez plus, que vous ne découvrez plus, que vous ne rencontrez plus. Et donc, une structure ou une manière de faire envers vous qui vous empêche d'apprendre,
qui vous empêchent de rencontrer des personnes nouvelles, qui vous empêchent de développer vos capacités, vos connaissances, vos pratiques sportives ou sociales. Quelque chose qui vous interdit tout cela est une atteinte, et cette atteinte, elle caractérise les maltraitances. Une typologie, pour préciser un tout petit peu les choses, des éléments très connus et puis d'autres peut-être un peu moins, les maltraitances physiques, les maltraitances sexuelles, les maltraitances psychologiques, les maltraitances matérielles et financières, les négligences, les abandons, les privations, les discriminations et enfin ce qu'on appelle l'exposition à un environnement violent, autre trésor d'apprentissage qui nous vient de la protection de l'enfance. Vous savez, les recherches l'ont montré que quand un enfant est soumis à une interaction du couple parental qui est violent, quand il est le témoin d'insultes, d'agressions, il est lui-même également victime de maltraitance. Cet environnement qui l'entoure affecte sa capacité de grandir, d'apprendre, de se développer, de faire confiance, etc., etc. Et nous avons posé la question dans la démarche de consensus qui a conduit à cette définition. Est-ce qu'une personne qui est malade d'Alzheimer, une personne qui souffre de troubles de la santé mentale, qui est dans un établissement de santé ou dans un EHPAD, dans un foyer de vie, dans un environnement familial où il y a de la violence, est-ce que finalement, pour lui, ça représente aussi une forme de maltraitance? Et nous avons déduit que, bien sûr, ça concernait aussi les adultes, autrement dit, une personne qui est en situation de vulnérabilité, qui est entourée de violence, même si cette violence n'est pas contre elle, eh bien, elle va en subir les conséquences et c'est une forme également de maltraitance à part entière. Des états généraux, je vous en ai parlé et ensuite, rassurez-vous, je vous laisserai travailler et je ne continuerai pas sur les axes de travail du ministre des Solidarités, mais des états généraux qui sont lancés le 6 mars et qui se clôturent le 15 juillet, qui sont des états généraux qui sont dédiés au secteur social et médico-social, donc aux établissements et services et aussi aux familles, aux domiciles, pour les personnes en situation de handicap, en situation de pauvreté, pour les personnes âgées. Et pour ces personnes, nous avons besoin vitalement de faire progresser la politique publique comme elle a progressé sur les violences faites aux femmes, comme elle a progressé sur la maltraitance envers les mineurs. Pour faire progresser cette politique publique, il n'y a pas 100 000 solutions. Il faut écouter les parties prenantes, il faut écouter les acteurs, il faut solliciter les associations, les familles, les personnes, leurs représentants et leur poser des questions. C'est le sens des états généraux. Je ne vais pas vous décliner toutes les questions que nous nous posons. J'en ai choisi 3 pour vous donner un exemple de ce sur quoi nous réfléchissons et nous travaillons en ce moment au cabinet du ministre des Solidarités. Première question, certaines personnes qui subissent la maltraitance ne la signalent pas. Selon vous, pourquoi ne le font-elles pas? Et si vous avez des hypothèses pour répondre à cette question, quelles seraient les solutions à y apporter? Deuxième question, tout à fait différente, dans un registre tout à fait différent. Certaines modalités d'organisation d'une équipe, d'une institution ou d'un réseau peuvent produire davantage de bienveillance, d'attention à l'autre, de coopération et de respect de l'autonomie. Avez-vous connaissance ou expérimenté des modalités d'organisation qui facilitent une culture de bientraitance? Quelles sont-elles? Merci de les décrire. Et puis, troisième type d'interrogation, encore très différent. Si les démarches de formation permettent de mieux prévenir les maltraitances, qui doit être formé? Les professionnels, les personnes accueillies, les directeurs, les représentants des personnes accueillies, les proches, les familles, tous les citoyens. Et si toutes ces personnes, tous ces corps différents doivent être formés, sur quel thème faut-il prioritairement les former? Les contributions sont attendues jusqu'au 1er juin, donc encore pendant quelques temps, et nous espérons très très vivement que l'ensemble des parties prenantes va nous aider à faire grandir cette politique publique qui en a bien besoin. Merci beaucoup Alice pour cette présentation à la fois très synthétique mais très riche de la définition et des enjeux autour des maltraitances. On vous propose maintenant de rentrer dans le concret avec un premier cas pratique qui se passe en EHPAD et que je vais vous lire. Ensuite, on vous posera 3 questions les unes après les autres et on vous invitera à réagir dans le chat. Donc, première situation en EHPAD. Il s'agit de la situation de Marie-Josée, 89 ans, qui réside en EHPAD depuis 2 ans à cause d'épisodes de confusion et de chute qui l'empêchent de demeurer seule chez elle.
Suite à une chute en allant seule aux toilettes, elle se casse le pied et elle est emmenée par l'équipe de l'EHPAD à l'hôpital pour soigner la fracture et vérifier qu'il n'y a pas d'autres traumas. Elle y développe un problème de rétention urinaire, qui est un effet secondaire indésirable du traitement qui lui est donné pour traiter ses douleurs et son anxiété. De retour à l'EHPAD, bien que le médicament fautif ait été modifié et le problème de rétention urinaire qui était lié est résolu, l'équipe soignante s'accorde cependant pour ne pas retirer la sonde urinaire tout de suite. Surtout qu'avec son pied plâtré, ce n'est plus possible pour Marie-Josée de marcher seule jusqu'aux toilettes et que l'unité où elle réside dans l'EHPAD est en sous-effectif. Tu me passes là. Ouais. Marie-Josée se plaint beaucoup de cette sonde qui la gêne et qu'elle l'arrache souvent dans des moments de confusion. À chaque fois, un soignant la remet en place en ignorant ses supplications. Elle commence ensuite à se plaindre de douleurs que les soignants de l'EHPAD attribuent à son rejet de la sonde. Une semaine va s'écouler avant que le médecin coordonnateur ne constate que les douleurs sont en fait liées à une infection urinaire, complication pourtant fréquente chez les patients sondés. Voilà la première situation. Et je laisse la main à Alexis. Alors, est-ce que, voilà, désolé pour le petit Arsène. Donc, vous avez la situation. Ouais. En bas aussi ? Non. Est-ce que vous entendez là? Ouais. Le son fonctionne, c'est bon? Très bien. Okay, parfait. Donc, vous avez vu que la situation de Marie-Josée, Marie-Josée en EHPAD avec cette sonde urinaire. Alors, dans le chat, est-ce que vous pouvez nous dire finalement en quoi est-ce que cette situation est selon vous une maltraitance? Dites-nous dans un premier tour de chat pourquoi selon vous cette situation est vraiment constitutive d'un cas de maltraitance. Qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne fonctionne pas et oui, pourquoi donc du coup Marie-Josée est en situation de maltraitance? J'ai vu qu'il y avait beaucoup de RU dans la salle, mais également des gens du médico-social. Donc on a énormément de réponses. Donc les premières réponses: pas d'écoute des supplications, non-respect de la demande de la résidente, non-respect pas d'écoute des supplications, non-respect de la demande des pas de respect de la volonté du patient, atteinte à l'autonomie, la douleur n'est pas prise en compte. À partir du moment où elle peut aller aux toilettes, on peut lui imposer un traitement inutile. Si la sonde n'est pas indispensable, il faut l'enlever. Pas de raison médicale justifiée. Écoute primordiale non respectée. Donc on voit qu'il y a trois niveaux. Il y a la douleur, la non-écoute de la personne et la non-respect autour de la volonté du patient. Il y a beaucoup de ce champ lexical. La douleur non prise en compte. Le fait de ne pas lui imposer la sonde, donc la notion autour du consentement. Le fait aussi qu'il n'y a pas de raison médicale. Non-respect du choix du patient. Voilà. Pas d'écoute, inutile de laisser la sonde. Donc on voit, Stéphanie, qu'il y a vraiment trois grands types de réponses, le non-respect du consentement, la raison médicalement non justifiée et puis la douleur. Le travail des soignants. Ouais. Et la facilitation, semble-t-il, du travail des soignants, voilà. Maltraitance institutionnelle. Alors, on a aussi, là, on vient d'avoir un ajout de la maltraitance institutionnelle et on a un problème aussi, le champ lexical de la douleur revient beaucoup, non-écoute, en tout cas, de la douleur. Donc, est-ce qu'on peut faire peut-être réagir Merci beaucoup à tous pour ces retours de chat très intéressants. Vous êtes particulièrement vif et vous voyez à mon sens, mais on va le voir avec les intervenants, ce qui ne constitue un cas de maltraitance. Vas-y, alors peut-être on va faire un tour de table de nos intervenants sur
cette réaction du chat. Nicolas, peut-être pour commencer, Nicolas, Jean et Alice. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit le chat? Est-ce que vous trouvez qu'ils ont identifié ils ont les bons réflexes? Dites-nous tout. Alors, d'abord, donc Nicolas Brun, coordinateur de protection sociale santé à l'Union nationale des associations familiales, UNAF, et je suis représentant d'usagers à l'hospitalisation à domicile dans un HAD qui est l'HAD de l'APHP, donc de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Voilà une présentation qui prend déjà autant de temps que l'intervention de Madame Casagrande, mais c'est pour vous situer un peu le truc. Alors, je ne suis pas un spécialiste moi, de ces questions-là, donc je vais répondre en tant que représentant des usagers lambda, et je me retrouve tout à fait dans les réponses qui ont été faites dans le chat, c'est-à-dire ce défaut d'écoute, ce non prise en charge de la douleur, et peut-être aussi des habitudes, en tout cas des pratiques qui facilitent sans doute le travail des équipes, mais qui ne correspondent pas à la demande exprimée par la patiente. Je crois que c'est important que, justement, on voit bien qu'on n'écoute pas et qu'on interprète plutôt la parole. Et on voit bien que lorsque on parle d'ignorer les supplications de la personne, c'est un véritable problème parce que c'est elle qui quand même subit, c'est elle qui vit, et que même si elle est désorientée, on sait très bien qu'une personne désorientée, une personne même qui ne peut pas s'exprimer par des expressions, par des expressions, peut aussi faire remonter justement son ressenti, sa perception et ce qu'elle ressent, et sa volonté éventuellement. Et je trouve que là, dans ce cas-là, on voit bien que on veut bien faire, et on est bien dans la définition qu'a donnée Alice, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une maltraitance volontaire, conceptualisée, etc., etc. On est vraiment sur quelque chose où on pense bien faire, qui aille dans le sens d'une bientraitance de la personne, c'est-à-dire de bien faire. Elle a du mal à se déplacer, elle a le pied cassé, et par conséquent, on lui met un dispositif visant à faciliter ses besoins, et donc on ne pense pas du tout que ça peut être quelque chose de négatif. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, Marie-Josée exprime une volonté et son refus d'avoir cette sonde. Et donc, j'en terminerai là pour laisser la place à mes petits camarades. Je trouve que c'est extrêmement important que nous, en tant que représentants d'usagers, on indique bien que la maltraitance, et de le rappeler que la maltraitance n'est pas forcément un acte volontaire, que quand on pense bien faire, ou même on applique un protocole, c'est peut-être le protocole qui était mis en place, eh bien la personne, elle peut le ressentir d'une autre manière, et il faut rester à l'écoute, à la fois soit de l'expression, soit des signes qu'elle peut émettre, pour essayer de voir comment on peut faire, et donc se décaler un petit peu par rapport même à des protocoles qui sont déjà préétablis, pour pouvoir répondre aux besoins et à la volonté de cette personne. Ok, merci Nicolas. Alors Jean, est-ce que tu trouves les retours du chat, est-ce que tu t'y retrouves? Est-ce que tu as des ajouts à faire par rapport à Nicolas? Dis-nous tout sur ta vision d'associatif impliqué particulièrement sur les sujets des maltraitances. Donc moi, voilà, je suis Jean Wills, je fais partie de l'association Allo Maltraitance Paris, et je suis représentant des usagers à l'établissement public de santé national de Fresnes, et je suis tout à fait d'accord avec les différentes interventions. Moi, ce qui me frappe, c'est finalement cette espèce de système finalement un peu clos qui s'est créé au sein de l'établissement, où chacun agit en fonction de ses facilités, de ses contraintes, donc un espèce de système clos, et même système clos du paramédical et des aidants, des soignants, par rapport au système médical. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas
de collaboration avec voilà, c'est pas un acte anodin de mettre une sonde, ça répond à des prescriptions, etc. Et on voit qu'il y a une espèce de voilà, un système qui se développe de façon presque autonome pour gérer cette situation. Et finalement, ça tombe bien pour les soignants qu'elle ait une sonde urinaire, parce qu'ils ne sont pas nombreux. Voilà, elle ne peut pas bouger, donc finalement, ça les arrange. Donc, moi, il y a une question aussi du parcours de soins et de la façon dont il peut y avoir une collaboration entre le médico-paramédical et la prise en soins, voilà, qui explose complètement. Ce système qui s'est créé avec une absence de réflexion, de discussion sur les pratiques, et à côté, une personne dont voilà, qu'on n'écoute pas, dont on ne recueille pas le consentement, voilà, avec des actions qui sont menées par les professionnels sans même recueillir le minimum de consentement, alors que cette personne est totalement autonome. Voilà, donc aucune association de la personne aux soins et à sa prise en soins. Voilà quelques éléments complémentaires qu'on peut ajouter à vos propres remarques et réflexions. Merci beaucoup, messieurs. Alors, Alice, est-ce que tu as quelque chose à ajouter, j'imagine, globalement sur ce cas et sur les réactions du chat? Oui, bah écoutez, moi aussi, je rejoins bien sûr ce que Jean et Nicolas ont souligné et ce qui est écrit. Peut-être dire que oui, on a bien une situation de vulnérabilité. Hein, ça paraît relativement simple, mais on le redit. On a bien une atteinte. C'est pas une agression. Hein, c'est pas quelqu'un qui vient intentionnellement faire quelque chose, mais on a bien une atteinte à quelque chose, à une intégrité, à un bien-être, à un état de santé, et puis à un droit, hein, puisque ça a été rappelé, on a un consentement qui n'est pas recueilli. Alors, recueillir le consentement dans ces situations-là, on le sait, c'est compliqué. Et puis, ça pose la question de la responsabilité. Vous voyez bien que ce n'est pas une responsabilité ni individuelle, au sens qu'il y a une personne qui est avec un problème de formation ou un problème de positionnement ou un problème de fatigue ou un problème de je ne sais quoi qui ferait les choses. On est bien dans quelque chose de collectif, voire d'institutionnel. On a la dimension qui vient souvent percuter l'analyse et l'action, qui est celle des moyens disponibles. Cette dimension des moyens disponibles est une dimension qui est particulièrement épineuse parce qu'en fait, à quel moment choisit-on de mettre du temps médical prioritaire pour évaluer la douleur de cette personne ou non? On sait effectivement que ce médecin coordonnateur, il n'a sans doute pas un temps de présence très long. Si ce médecin est alerté très vite par une équipe qui dit « cette douleur est forte et manifestement, il faut vite réévaluer », eh bien, ce médecin va prioriser peut-être. Après, c'est aussi des questions de sensibilité et d'urgence autour, mais on ne nous le dit pas. Alors que si l'équipe lui dit au moment de la synthèse de la journée tout va bien, mais elle n'est pas confortable, c'est compliqué pour elle d'accepter cette sonde, eh bien, évidemment, ça ne sera pas du tout la même question. Donc, on voit bien à quel point les responsabilités vont être imbriquées entre eux, les réflexes professionnels des uns et des autres, l'habitude de considérer la résistance d'une personne qui est en situation de confusion comme une chose à écouter, à respecter. Jean Vils l'a dit et Nicolas a évoqué le consentement. Donc, toutes ces séries finalement de facteurs emmêlés montrent bien que c'est bien d'une situation de maltraitance que nous parlons et pas d'un acte de maltraitance tout seul, pas d'un agresseur tout seul, et que ces situations, eh bien, elles impliquent des méthodologies qui sont vraiment souvent des méthodologies qui doivent être collectives pour résoudre les dilemmes du quotidien.
Merci beaucoup Alice pour avoir donc du coup repris les différentes interventions de chacun et ajouté ton œil de regard d'experte, donc une situation finalement intéressante et plus complexe qu'il n'y paraît, qui n'est jamais très simple hein, finalement, qui est et de l'ordre de l'intime et de l'ordre de l'institutionnel. Alors très vite, le chat est très très rapide, hein, il y a beaucoup de réactions, c'est assez dur à suivre, mais assez intéressant. Alors, on va passer tout de suite à la deuxième série de questions auxquelles je ferai surtout réagir Nicolas et Jean. Finalement, je vais poser la question au chat. Il y a beaucoup de RU dans le chat, hein, on l'a vu lors des présentations. Qu'est-ce que pour vous, le chat, en tant que RU, vous feriez si vous étiez RU et qu'on vous relatait cette situation de maltraitance? Quelle est votre action? Quelles sont vos actions? Est-ce que vous pouvez nous dire dans le chat en tant que RU, et il y en a beaucoup, qu'est-ce que vous feriez si on vous relate cette situation? Et puis après, on fera réagir notre associatif et notre RU universel. Donc, allez-y. Hein, vraiment, ça peut être une action, plusieurs actions. Alors, c'est parti. On a Thierry qui nous dit qu'il faut rencontrer et échanger avec le personnel soignant. Merci Thierry. Une question piège. Question piège. On a Bernard qui nous dit responsabilité médicale d'abord en premier lieu, donc on se dirige vers les médecins. On a Thierry qui reprécise, qui dit il faut encourager la patiente à déposer une réclamation. On a André qui dit intervention auprès de la direction des usagers. On a Catherine qui nous dit demander au client de rappeler les bonnes pratiques lors de pose de sonde. On a Marc Morel, un certain Marc Morel, membre d'un CVS, qui pointe la situation de maltraitance. Pas sûr qu'ils en aient conscience. Dominique qui nous dit qu'il faut se rapprocher du ou de la cadre de santé de l'équipe soignante. Micheline qui nous dit il faut demander à la patiente de faire une plainte réclamation. On a Béatrice, j'interviendrai auprès du directeur de l'établissement. On ne l'a pas eu encore, c'est là. Il faut Élise, il faut remonter l'info aux responsables qualité, au cadre de santé. Cette situation doit passer en CDU. CDU, commission des usagers. Sabine Bresson, il faut que le cadre recadre le personnel. Voilà, pour savoir. Pierre, alors là j'ai du mal à suivre, ça va très très vite. Bon, vous avez en gros les réponses. Présidente de CDU, une réclamation, alerter le cadre de santé. Ah, il y a Bernard qui a tout à fait raison de préciser qu'il n'y a pas de CDU en EHPAD. Donc, bien vu Bernard, en effet, on est dans une situation d'EHPAD. Et donc, voilà, sauf si l'EHPAD est rattaché à un établissement de santé, mais bon, voilà, on verra les réponses. Donc voilà, je pense qu'on a la grande majorité du champ lexical des retours. Donc, même chose, chers amis Jean et Nicolas. Jean, je te vois dans les starting blocks peut-être sur tous ces retours. Est-ce qu'il y a des retours qui t'ont étonné, intéressé, ou voilà, qu'est-ce que tu ferais toi dans cette situation? Et après, je passerai la parole à Nicolas. Alors, je disais que c'était une question piège parce qu'il n'y a pas de représentant des usagers en EHPAD et qu'il n'y a pas de commission des usagers en EHPAD. Et que donc, on ne peut pas répondre à cette question de cette façon. En tout cas, effectivement, ça pose la question de la place des tiers, des représentants des familles, du coup, en EHPAD, puisque là, on est dans le cadre d'un établissement médico-social dans lequel il y a un conseil de la vie sociale, un CVS, avec des représentants, un représentant des familles ou des proches aidants, des personnes accompagnées, et on n'a pas de représentant des usagers au même titre que dans une commission des usagers. Donc, ça rend la situation bien plus difficile, et ça pose d'ailleurs beaucoup de questions hein, qui
qui sont évoquées ici et là aux états généraux des maltraitances, hein, sur la question du recueil, du signalement, mais aussi du traitement des maltraitances dans les établissements médico-sociaux et sociaux. Donc, voilà, c'est pour ça que je disais que c'était une question piège. Alors, excuse-moi, Jean, de te couper, mais le chat dit il n'y a pas de représentant, certes, mais il y a aussi, Catherine nous dit, il y a une personne qualifiée qui peut être saisie, et Dominique nous dit oui, non, il y a aussi le 3977. Alors voilà, après, la question qui se pose, c'est comment on peut faire, effectivement, parce que même s'il n'y a pas ce type de dispositif en EHPAD, comment on peut réagir à cette situation? Alors, ce qui se passe effectivement, c'est que, comme vous le savez, il y a des personnes qualifiées qu'on peut solliciter, hein, et dont théoriquement la liste doit être affichée au sein des établissements, et qui permet, voilà, et qui est en quelque sorte un tiers qui peut intervenir au sein de l'établissement. Donc, encore faut-il les solliciter, que ces personnes voilà, rencontrent la famille, ou soient en contact avec la personne victime des maltraitances ou de la maltraitance. Donc ça, c'est le rôle des personnes qualifiées. Après, leur rôle au sein des établissements, il n'est pas du tout évident. Il est très dépendant des personnes aussi, et de la latitude qui est donnée par le directeur et par le président du conseil de vie sociale. Voilà, donc ça c'est un point, ça me paraît important. Et l'autre possibilité, c'est de signaler cette situation à l'extérieur. Et donc, on parlait du 3977, hein, c'est le numéro national qui permet de signaler les maltraitances et qui permet d'avoir un contact direct avec des centres départementaux quand il en existe, et c'est la majeure partie des situations, des centres ALMA, allo-maltraitance départementaux, ou des conseils départementaux quand il n'existe pas de centre ALMA. Et donc, on va rencontrer des personnes qui vont vous indiquer comment faire et comment agir dans ces situations. Évidemment, qu'est-ce qu'il faut faire quand une famille ou la personne maltraitée signale cette situation? C'est évidemment d'immédiatement essayer de rencontrer les personnes responsables, c'est-à-dire le cadre de coordination, de contacter le médecin, le médecin coordonnateur, évidemment, également dans cette situation. Et si on veut aller plus loin, et je pense qu'il est intéressant évidemment d'aller plus loin, c'est je dirais que les soignants s'interrogent à partir de cette situation pour éviter que cette situation ne se renouvelle et qu'on puisse en tirer, je dirais, des mesures d'amélioration qui sont nécessaires et qu'on a évoquées tout à l'heure dans la première partie de la discussion. Voilà quelques pistes rapidement. Merci Jean. Alors on nous souligne dans le chat la place quand même de mettre à l'ordre du jour d'un CVS comme un cas générique. Hein, les médecins coordinateurs y sont invités. Alors Nicolas, j'ai envie de te solliciter. Il y a beaucoup de RU du chat qui nous disent mais si l'EHPAD est géré par un établissement de santé, il peut tout à fait y avoir une remontée en commission des usagers. Nicolas, là-dessus, est-ce que tu peux nous éclairer du coup? Exactement, il peut y avoir d'ailleurs un représentant, puisque parfois dans le CVS, il y a un représentant de l'établissement support qui peut être un établissement hospitalier et que le conseil de surveillance de l'établissement hospitalier délègue quelqu'un au CVS et cette personne peut être le représentant d'usagers. On l'a vu par le passé et on a donc comme ça des fois des représentants d'usagers qui représentent non pas effectivement en tant que représentant d'usagers mais en tant que conseil de surveillance de l'établissement, mais ils ont quand même cette étiquette représentant usagers, donc ils peuvent intervenir là-dedans. Après, sur la personne de confiance, bon, on sait très bien quand même que dans le médico-social, c'est un peu compliqué. Hein. Déjà, la médiation dans le domaine sanitaire, c'est compliqué, mais dans le médico-social, pour trouver la bonne personne, la personne qui est la personne qualifiée,
Les enquêtes qui ont été faites dans les années précédentes ont montré que parfois, personne ne savait qui était vraiment la personne qualifiée. Parfois même, la personne qui était nommée ou apparaissait sur les listes de personnes qualifiées ne savait pas qu'elles avaient été nommées en tant que personnes qualifiées, etc., etc. Donc, il y a tout un travail à faire d'accompagnement et d'organisation des remontées ou des saisies, une sorte de médiation qui peuvent être faits par ces personnes-là. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on soit complètement optimal. Troisième élément par rapport au CVS, c'est vrai qu'il n'y a pas de représentants usagers, mais que dans le décret de 2022 qui est sorti et qui refonde un peu ou qui élargit un peu les missions des CVS, il y a le traitement des réclamations. Il y a le problème, il y a la question aussi du respect des droits individuels des personnes. Donc aujourd'hui, on a le corpus réglementaire, en tout cas, pour pouvoir agir dans le cadre d'un CVS. Après, est-ce que les personnes sont en capacité de pouvoir l'exprimer? Est-ce que les familles ont cette possibilité d'être un peu à distance pour ne parler que du cas de la personne pour lequel ils sont, de leurs résidents, mais avoir une vision un peu plus macro de ce qui se passe dans l'établissement? C'est une autre question qui nécessite aussi peut-être une sensibilisation, une formation des membres de ces CVS pour pouvoir organiser cette parole et pour pouvoir faire cette remontée. Donc, je crois qu'il y a aussi un élément à travailler, c'est-à-dire que ce décret-là, il n'est pas parfait. Certains même le critiquent, parce qu'il y a sans doute des manques. Il élargit quand même les éléments qu'il pouvait y avoir précédemment, et donc les possibilités de pouvoir agir là-dessus. Enfin, je signale aussi que la Haute Autorité de Santé a créé aussi une fiche sur participer à une CVS, où vous pouvez aussi avoir des conseils, où les personnes peuvent aussi avoir des conseils ou les éléments qu'ils peuvent exiger pour pouvoir agir un peu au même titre que dans une CDU, pour pouvoir avoir les moyens de pouvoir intervenir et agir au sein de cette structure. Okay. Ça veut dire que voilà, il faut aussi rendre, alors c'est peut-être Jean-Pierre déjà, peut-être sur la troisième question, mais il faut aussi rendre visibles les mécanismes de remontée de la parole. Alors, il peut y avoir aussi, ça peut être aussi des personnels qui peuvent se sentir mal à l'aise avec une situation. Et il faut donc qu'à la fois, on rende plus visible les remontées de la part des personnes elles-mêmes, mais également que l'on organise et qu'on déculpabilise les professionnels qui, par rapport à une situation, peuvent se sentir mal à l'aise, mais ne savent pas déposer cet élément-là. Parce que c'est toujours compliqué, de peur que les autres le jugent, qu'on pense que c'est un jaune, qu'ils viennent dénoncer, c'est un petit canard, etc., etc. Donc, il y a tout ça à prendre en compte. Et le principe que l'on dit souvent, c'est de ne pas chercher un coupable, mais c'est plutôt d'introduire tout ça, et c'est donc vraiment un élément de culture, dans une démarche qualité. C'est-à-dire qu'en répondant à Marie-Josée et à sa plainte, et en l'analysant et en se réinterrogeant sur nos propres pratiques, eh bien, on améliore aussi la qualité de la prise en charge de l'ensemble des personnes accueillies dans ces structures. Ok, merci Nicolas. Alors le chat très très actif nous confirme ça. Il nous dit qu'il y a des millefeuilles. PQ, ALMA, 3977, Défenseur des droits, ARS, CVS, département. C'est vrai que c'est un vrai millefeuille. Peut-être Alice, en conclusion de ce cas sur les réponses données et en ouverture. Comment on fait, et notamment une ouverture sur comment on fait que ça ne se reproduise pas dans cette EHPAD finalement, cette question-là. Alors d'abord, pour vous dire que cette question, elle est tellement importante et centrale, tout ce débat autour des personnes dans les CVS et de leur rôle, cette réglementation que Nicolas Brun a évoquée, cette place du Conseil de la vie sociale pour porter à la connaissance du collectif cette difficulté, pour apprendre aussi, fait partie des états généraux. Il y a une question soumise à la concertation qui est en cours sur les instances de participation et les situations de maltraitance. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que cette nouveauté réglementaire qui a été évoquée et qui est critiquée, effectivement, eh bien, elle est jeune. Ce qui fait que c'est un petit peu comme tous les dispositifs de droit des usagers que vous
connaissez, quand ils sont jeunes, ils sont encore en devenir. Et qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, c'est qu'ils sont énormément tributaires des personnes qui les habitent, des personnes qui sont au CVS, des directeurs qui organisent ces CVS, des familles et finalement d'un écosystème culturel. C'est Magali Assor qui le disait, je pense très justement dans le chat, Magali Assor des Petits Frères des Pauvres, qui connaît bien la question. Il y a des écosystèmes où le CVS est tout à fait le lieu pour parler de ces questions et pour essayer ensemble de trouver des solutions et d'apprendre et de surmonter. Et je parle bien du CVS et non pas certains d'entre vous parlent de la CDU quand l'EHPAD est rattaché à un hôpital. Et là, moi, je me suis située uniquement dans le cas où on est sur un EHPAD qui n'est pas rattaché à un hôpital. Pour le reste, vous êtes bien plus expert que moi pour parler des CDU, donc je ne me prononcerai pas là-dessus. Mais dans un CVS, ça peut marcher et ça peut ne pas marcher. C'est-à-dire que ce que nous, on entend beaucoup, c'est que des personnes ne vont même pas se diriger vers le CVS parce qu'elles ont peur des représailles. Alors, on a des familles qui constatent des choses, qui voudraient se tourner vers les représentants en CVS, ne connaissent pas forcément leur mail, ne savent pas comment s'adresser à elles, ne savent pas si c'est vraiment le lieu. Et puis aussi, à des familles à qui leur mère ou leur père dit « ne dis rien ». Ne dis rien parce que sinon, il risque de m'arriver quelque chose, on risque de me prendre en grippe. Alors, est-ce que c'est vrai? Mais nous n'en savons rien. Nous n'en savons rien du tout. Si cette peur des représailles, elle est réelle ou non, ce que je peux vous dire, c'est qu'on y croit ou pas, elle est bien là. Et donc, quand on rencontre des directeurs d'établissement, des directeurs d'organisations gestionnaires ou de fédérations qui méconnaissent cette peur des représailles, eh bien, on leur dit vraiment, à notre avis, vous avez tort de la méconnaître parce qu'elle est très puissante chez les personnes. Comment est-ce qu'on peut s'en sortir vers le haut? Eh bien, il y a vraiment, suivant les situations, deux possibilités. En effet, se tourner vers l'encadrement, le directeur et pleinement saisir le CVS parce que ça peut être tout à fait son rôle, mais ne pas hésiter si on n'a pas la confiance, si on n'ose pas, à se tourner effectivement soit vers le 3977, d'abord pour être entendu, pour démêler ce qui se passe, pour être soutenu, pour être conseillé, pour être orienté. Et puis, s'il s'avère qu'on est dans une situation durable dans laquelle on perçoit un blocage, on peut s'adresser soit à la direction, j'allais dire institutionnelle de l'association ou de l'EHPAD, c'est-à-dire l'organisation gestionnaire qui pilote l'association. On peut aussi se tourner, ça a déjà été cité, vers le millefeuille, mais je pense que cette expression nous montre bien à quel point aujourd'hui, les uns et les autres ne s'y retrouvent pas tout à fait dans ce millefeuille et c'est à nous de mieux l'organiser. C'est un des objectifs des États généraux. Alors, merci beaucoup. Oui, vas-y Jean, pour finir ce cas. Ce qui est intéressant dans ce cas, si on prend vraiment le cas, c'est qu'il n'y a pas a priori de volonté de la personne de signaler finalement cette maltraitance. Et on est dans une situation qui est fréquente. C'est-à-dire que finalement, la personne vit cette maltraitance et ne va pas forcément signaler quoi que ce soit. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a un rôle des professionnels. Comment on va créer une ambiance, une culture, comme le disait Alice tout à l'heure, comment on va créer une culture dans un établissement pour qu'une situation comme ça, où finalement on voit bien que ça se passe mal avec la personne, etc., et qu'il y a des dysfonctionnements, comment cette situation, elle va être travaillée, elle va être étudiée, comment on va s'en servir et comment elle peut être signalée aussi en interne, etc. Et je trouve que le référentiel de la HAS là-dessus nous donne des pistes aussi sur les événements indésirables, etc. Donc, un rôle des professionnels aussi, une ambiance, une culture de l'établissement qui me paraît absolument fondamentale aussi pour que les personnes, les résidents puissent se permettre, n'aient pas peur de signaler, de parler. Quand on sent qu'il y a une ambiance attentive aux questions de maltraitance, les personnes vont pouvoir parler. Alors, écoutez, c'est une belle phrase de clôture de ce petit cas pratique qui, on le voit, a réveillé beaucoup de choses. Donc, on voit la nécessité vraiment d'agir de manière systémique, d'infuser la culture de la déclaration, en tout cas de la mise en lien et d'évoquer ces problèmes. C'est ça qui semble vraiment sortir ici. Alors, on vous remercie tous. Il y a un chat vraiment très, très actif. C'est pas toujours simple de suivre vos questions, mais on essaye un maximum. Je vous propose qu'on passe au cas pratique numéro 2 qui va
nous transporter dans un univers tout autre, qui est celui de l'intime, de l'intrafamilial et du domicile. On a voulu aller là, puisque pour changer par rapport à une institution médico-sociale. Et donc, je laisse la main à Stéphanie pour la lecture du même cas pratique, et on va faire la même chose, c'est-à-dire qu'on vous fera réagir et après réagir les experts. Stéphanie, à toi. Donc, deuxième cas pratique, dans un contexte d'hospitalisation à domicile. Donc, Lina a 65 ans, elle est suivie pour un cancer gynécologique de... Ah mais attends, je suis con, j'ai pas ouvert le micro. Donc, deuxième situation dans un contexte d'hospitalisation à domicile. Il s'agit d'une dame, Lina, qui a 65 ans, qui est suivie pour un cancer gynécologique depuis 2 ans. Son mari est son aidant principal, le couple n'a pas d'enfant. Une première ligne de chimio ayant donné des résultats encourageants, une opération a été réalisée afin de tenter de retirer la tumeur. L'opération a été plutôt concluante, mais a donné lieu à des complications. Et à son retour au domicile, une hospitalisation à domicile, HAD, a dû être mise en place afin d'assurer le suivi et les soins nécessaires. Lina ne peut guère quitter son lit tant elle est affaiblie et douloureuse. Très vite, l'infirmière de l'HAD qui se déplace au domicile pour les soins chaque matin se heurte à son époux. Celui-ci met l'état d'épuisement et l'incapacité de se lever de sa femme sur le compte du traitement médicamenteux antidouleur et demande à l'infirmière de les diminuer. Après tout, puisque l'opération a été un succès, et si la tumeur a été enlevée, Lina devrait se remettre rapidement. Son mari ne comprend pas que son état actuel puisse être pire maintenant que lorsqu'elle était sous chimio. Même si Lina ne se plaint pas ouvertement, l'infirmière constate qu'elle a un faciès crispé, qu'elle geint ou crie à la mobilisation, qu'elle reste recroquevillée et prostrée le reste du temps. Elle refuse de diminuer le traitement antalgique tant que la douleur ne sera pas correctement contrôlée. Les jours suivants, l'époux se montre de plus en plus intrusif, contrôlant chaque geste de l'infirmière, posant sans cesse des questions sur les dosages et les molécules utilisées et les remettant en question. L'infirmière a de plus en plus de mal à discuter avec Lina de ses symptômes. Elle a l'impression que celle-ci n'ose pas s'exprimer devant son mari. Un matin, elle lui demande donc s'il peut sortir de la chambre pendant qu'elle s'entretient avec sa patiente. Le mari réagit très mal, lui répond qu'il fait ce qu'il veut dans sa maison, lui barre l'accès à la chambre et lui ordonne avec virulence de sortir de chez lui. Effrayée, l'infirmière sort, appelle sa cadre de coordination, qui joint à son tour l'époux pour tenter de le raisonner. Ce dernier n'en démord pas et répond qu'il n'ouvrira plus la porte si des soignants viennent pour droguer sa femme et qu'il changera les pansements lui-même. Voilà, le cas il est un petit peu long, mais c'est pour bien vous planter le décor du cas pratique. Donc on est à domicile et vous avez bien identifié donc une thématique intrafamiliale avec un mari qui réagit mal finalement à cette prise en charge. Donc, même exercice que précédemment. Je vous demande, selon le chat, selon vous, qu'est-ce qui fait maltraitance dans ce cas-là? Pourquoi il y a maltraitance? Qu'est-ce qui fait maltraitance dans le cas présenté? Qu'est-ce qui provoque la maltraitance? Qu'est-ce qui se joue en fait? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui constitue la maltraitance? Alors, on a déjà un premier commentaire. Le cas pratique est on ne peut plus réel. Oui, on s'est basé sur des appels Santé Info Droit, hein, pour rien vous cacher. Donc, ils sont assez réalistes. Donc, alors, qu'est-ce qui fait maltraitance dans ce cas-là? Et ne pas écouter la patiente, la laisser souffrir. Prise en charge déficience de la douleur, donc on est sur la même thématique. Maltraitance par un proche, blocage des soins, attitude du mari, dialogue stérile, blocage des soins. Le mari décide pour son épouse, qui est pourtant cohérente.
L'aidant et l'infirmière, pas de dialogue. Le mari se substitue au médecin. Maltraitance du mari. Le mari ne prend pas en compte la douleur de son épouse. Pas de soulagement de la douleur. Non-explication des soins. Impact psychologique sur la santé de l'épouse. Donc ça, c'est un petit peu nouveau, on ne l'a pas entendu. Donc on voit beaucoup l'attitude du mari. Maltraitance du mari. Quel dialogue, le manque de dialogue. Alors il y a un terme, Magali, qui nous dit il y a une obstruction dans les soins, parce que celles-ci ont lieu à domicile, donc obstruction dans les soins. L'arrêt des antidouleurs, l'arrêt des soins, soins par un non professionnel. Maltraitance, problème de communication, maltraitance. Le mari est maltraitant, car sans connaître les problèmes réels, il décide à la place de la soignante et de l'aidante. Refus de soins de l'aidant, non prise en compte de la douleur, remontée de l'encadrement trop lente, manque de coordination. Bien, je vous remercie. Bon, il y a encore des retours. Chers amis, chers experts, on va peut-être prendre cette fois-ci Nicolas Brun en premier, puisqu'il a officié de nombreuses années en HAD. Monsieur Brun, est-ce que vous êtes d'accord avec les constats du chat sur la douleur, sur la place du mari, sur les dents, sur la communication, sur toutes ces choses-là? Je vais peut-être vous choquer. Je pense que je vais choquer. Mais moi, en tant que représentant des usagers de cette situation-là, je dis que c'est le mari qui est maltraité. Pourquoi? Vous avez vu qu'ils sont seuls d'abord. Hein. Il est sans doute seul depuis déjà 2 ans à s'occuper de sa femme pour son cancer. Ils n'ont pas d'enfant, donc on peut peut-être supposer, mais ce n'est qu'une supposition, qu'il y a peut-être une solitude sociale autour et qu'on est dans presque une sorte de huis clos entre le mari et sa femme. On voit bien que le mari est très impliqué dans la prise en charge de sa femme, certains diront peut-être trop impliqué, mais on voit aussi que depuis 2 ans, il se débrouille peut-être tout seul, avec une charge émotionnelle, une charge aussi physique qui peut être extrêmement importante et qui peut conduire à un épuisement. Et je pense, mais voilà, moi en tout cas, j'émettrais cette hypothèse-là pour qu'on la creuse, y compris avec les équipes. C'est peut-être que son attitude de refus, de refus, c'est aussi un mode d'expression de sa souffrance. Il est seul, il voit quelqu'un qui arrive, qui impose un protocole, il a peut-être le sentiment d'être mis de côté, alors même que depuis 2 ans, c'est lui qui s'occupe et qui est le vrai soutien de sa femme, et ça peut être extrêmement douloureusement ressenti. Donc moi, ce que je conseillerais, c'est d'aller regarder un petit peu justement sur l'état psychologique du monsieur, de peut-être lui proposer un soutien psychologique, parce qu'on est face à une transition qui visiblement s'aggrave, hein, puisque les symptômes, malheureusement, ne vont pas en s'améliorant, que c'est aussi un renvoi, c'est-à-dire peut-être on peut avoir le sentiment de sa propre capacité de ne pas savoir protéger sa femme par rapport à la douleur, ou de voir cette image qui se dégrade de sa femme, qui peut-être vit depuis de très nombreuses années et qui est insupportable. On a aussi la même chose quand ce sont des enfants qui s'occupent de leurs parents et qui voient une image dégradée de leurs parents et ça peut se retourner contre les parents, alors que c'est parce que c'est quelque chose qui est insupportable pour la personne. Donc, je pense vraiment qu'en tout état de cause, hormis bien sûr, il faut écouter la personne, mais je pense qu'il y a un travail, en tout cas moi, en tant que représentant du CG, je m'interrogerai sur qu'est-ce qu'on met en place pour aider ce mari à pouvoir retrouver un équilibre, retrouver son positionnement, peut-être justement lui permettre de déléguer sans le culpabiliser, sans qu'il ait le sentiment de culpabilisation, et de lui redonner une place entre l'équipe médicale, sa femme et lui. Ben écoute Nicolas, merci beaucoup pour ce petit twist. En tout cas, je sache que le chat
acquiesce énormément ta réaction et identifie bien que sur une situation a priori simple, c'est une situation vraiment complexe émotionnellement et humainement, et que finalement le mari fait partie de l'intervention et en tout cas doit faire partie des préoccupations soignantes. Jean, et peut-être comme d'habitude Alice pour finir, mais Jean, est-ce que tu as des choses à rajouter par rapport aux propos de Nicolas? Alors, moi, je ne suis pas spécialiste de l'hospitalisation à domicile comme Nicolas, donc je marche sur des œufs, là. Mais juste quelques réflexions. Moi, j'ai envie de dire, il est trop tard, quoi. On a raté le coche, quoi. On a raté le coche. Pourquoi? Parce qu'il y a une situation qui s'est envenimée au fur et à mesure et qu'on n'a pas su traiter à temps. Et traiter à temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'information du mari et la compréhension de la situation est prise en défaut. J'ai envie de dire, si j'étais cynique, le malade est mort guéri. Mais pourquoi? On est dans quelle situation là finalement? Moi, ce que j'entends dans cette situation, c'est que cette patiente, elle est peut-être en fin de vie. C'est-à-dire que, et finalement, le mari, il est en train de s'apercevoir que, bien sûr qu'on a enlevé la tumeur, mais ce n'est pas parce qu'on a enlevé la tumeur que la patiente va guérir. Si ça se trouve, elle est dans une phase d'aggravation. Déjà, il y a un questionnement sur, mais qu'est-ce qu'on a pu dire à son mari, évidemment en lien et avec la présence de sa femme et avec l'accord de sa femme? Qu'est-ce qu'on a pu dire au mari sur cette situation et sur son évolution? Et du coup, comment on a pu l'informer aussi sur la question du traitement, de la question de l'antalgie, voilà. Et donc, il y a une espèce d'irrationalité qui s'est installée dans la tête de son mari par rapport à cette situation, et avec tout un lot de représentations aussi sur la place des médicaments, des antalgiques, leur rôle, la façon dont ça peut affaiblir les personnes, etc. Voilà. Donc, j'ai envie de dire, on n'a pas su discuter à trois ensemble pour bien permettre de comprendre cette situation, et du coup, effectivement, il y a cette espèce de couple infernal qui s'est développé avec un mari qui était à la fois maltraitant et maltraité, pour reprendre ce qu'il disait Nicolas. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gâchis dans cette situation, et c'est évidemment, comme toujours, c'est le patient qui en fait les frais. Merci beaucoup, Jean, pour ton ajout. Alors, juste avant de passer la parole à Alice sur le cas, juste, Nicolas, est-ce que tu peux nous redonner le cadre de l'intervention du RU en HAD, puisque le RU n'est pas comme dans un service hospitalier. Donc, peut-être une précision sur ce rôle un peu particulier du représentant des usagers en HAD, n'est-ce pas? Oui, alors la difficulté, c'est à la différence d'être un représentant usager dans un établissement où vous pouvez être en permanence dans l'établissement, vous pouvez à la fois rencontrer directement les personnes, les proches ou les personnels, voire même être dans une phase d'observation en vous mettant à des endroits stratégiques. Vous ne pouvez pas le faire en HAD. Deuxième particularité, c'est qu'il y a peu de retours, peu de plaintes en HAD. Pour l'HAD de Paris, c'est 800 personnes qui sont prises chaque jour en charge. On a maximum une trentaine de réclamations par an. Parce que c'est sur un délai qui peut être assez court, parce que c'est justement c'est éloigné et tout ça. Donc ça pose un problème. Et effectivement, quand on a une plainte et une réclamation, on les utilise vraiment à fond, peut-être encore plus que quand on est dans un MCO classique, parce qu'elles sont rares et ces données-là sont rares. Troisièmement, il faut donc qu'on aille aussi de temps en temps faire avec les professionnels leur tournée pour pouvoir observer ce qui se joue
de dit, non dit, et de l'exemple que l'on observe aujourd'hui dans votre exemple est bien le cas, c'est-à-dire de se mettre un peu à distance et voir, parce qu'on n'est pas dans un établissement où il y a une équipe, où ils peuvent se parler, etc. On est au domicile. Et d'où la réaction du monsieur, mais sinon je suis chez moi. Et que donc ce contexte qui est le domicile, ce n'est pas une chambre d'hôpital, c'est le lieu de vie, le lieu de vie de la personne, mais aussi de ses proches. Et que c'est un cadre particulier où la relation, elle se fait, voilà, l'aidant, il est juste à côté pendant les soins de la personne et du professionnel. Donc voilà, c'est des relations comme ça, et qui fait qu'il faut qu'on aille voir de temps en temps aussi, même si c'est des cas individuels, hein, puisqu'on ne peut pas aller voir tout le monde, mais de temps en temps de suivre avec un peu de distance ce qui est suivi. Beaucoup de discussions avec les équipes, avec les staffs, etc. etc. Et troisièmement, mais vraiment profiter de tout ce qui remonte pour pouvoir les analyser le plus profondément possible, parce que ce qui remonte, c'est vraiment l'iceberg de ce qui se passe véritablement. Merci Nicolas pour ce petit point non négligeable hein, quand même. On a beaucoup de RU en HAD qui des fois ont du mal à savoir ce qui se passe. Alors Alice, sur ces deux réponses, sur ce cas de l'intrafamilial, de l'intime, du domicile, quel est ton point de vue? Qu'est-ce que tu aurais à rajouter là-dessus? Écoutez, ce qui a déjà été échangé sur le chat et puis dit par à la fois Nicolas et Jean est déjà très riche. Peut-être que de mon point de vue, redire, on est bien avec une personne en situation de vulnérabilité, on a bien une atteinte. Vous voyez bien qu'on n'a pas d'intentionnalité. En tout cas, s'il y en a une, franchement, on ne l'a pas très bien lu dans la description. Donc, vous voyez bien à quel point on est sur une situation complexe. Et puis, je pense que comme souvent, les situations de maltraitance, ça va être assez compliqué de savoir qui est maltraité, qui est en situation de ne pas maltraiter. Tout à l'heure, on a effleuré très, très timidement, je dirais presque, la question des effectifs d'EHPAD. Je pense que certains d'entre vous savent que ce n'est pas une question que les professionnels abordent avec timidité, c'est une question critique. Et ici, on aborde la question de où est-ce que ça commence. Et donc, je crois que l'une des très grandes vigilances que nous devons avoir quand nous sommes face à ces situations, c'est d'essayer d'être multidimensionnel et multidirectionnel dans nos attentions. Parce que quand Nicolas se tourne avec, à mon avis, justesse vers la question de l'époux, eh bien, avec non moins de justesse, Jean se tourne vers cette femme qui souffre. Alors, on a quand même noté que cette femme ne dit pas qu'elle souffre à son mari. Et on a énormément de gens qui ne disent pas à leurs proches qu'ils ne souffrent pas. Sont-ils intimidés ou sont-ils en train de ménager leurs proches? Eh bien, les deux peut-être. Et dans les EHPAD, on a souligné tout à l'heure, Nicolas nous l'a dit, que parfois les gens ne se plaignaient pas. Ont-ils peur des représailles? Vous avez été nombreux à souligner cela dans le chat. Ou bien ne veulent-ils pas déranger? Et croyez-moi que c'est aussi des réflexes culturels que nous voyons. Donc, nous avons un vrai sujet de ce silence et de ce silence qu'il faut aussi pouvoir respecter. Pourquoi est-ce que cette épouse ne dit pas à son mari « j'ai mal, c'est important ce que fait l'infirmière, tu sais, chérie, je sais que c'est difficile pour toi. » Il y a quelque chose qui n'est pas dit là. Et normalement, le soignant, il n'est pas là pour être à la place de la relation conjugale, même si cette relation conjugale est dans une situation d'accompagnement et de soins. Ce qu'un époux et une épouse se disent leur appartient. Par contre, ce qui est extrêmement difficile, c'est qu'à domicile, que ce soit en SIAD ou en HAD, on est devant et avec les personnes et on voit qu'elles souffrent, on voit que le mari souffre, on le sent bien et on voit que cette femme souffre. Ceci étant, encore une fois, dans cette question qui était soulevée du contrôle des antalgiques par l'époux, vous savez que la question du contrôle, elle est quand même au cœur de certaines controverses sur les violences conjugales. Hein, le fait de ne pas vouloir perdre le contrôle sur son épouse, sur son corps, sur ses horaires et peut-être sur les antalgiques qu'elle reçoit, ça peut être des signaux très finalement perturbants qui signalent une relation altérée à l'épouse. Et des vrais signaux à prendre en compte sur la caractérisation de la violence conjugale. Donc, je n'ai pas d'issue particulière à proposer. Et puis, encore une fois, c'est un champ que je connais moins bien que vous. Mais ce que je crois que nous voyons bien, c'est à quel point les soignants, là, vont avoir besoin d'un espace pour en parler
et les représentants des usagers aussi, parce que je dirais au milieu de cette situation, peut-être que certains seront plus empathiques vers l'époux, peut-être que certains seront plus empathiques vers la femme, peut-être que certains seront empathiques envers la soignante qui se retrouve là-dedans et qui ne sait pas comment réagir. En réalité, nous avons besoin de tenir tout cela ensemble, sinon nous perdons une des caractéristiques. Et la dernière chose, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Jean, quand il dit « mais au four, c'est trop tard ». Alors c'est vrai que très souvent, les situations de maltraitance, elles nous sont signalées, elles sortent quand c'est trop tard. Et la grande difficulté pour nous, c'est que ça ne peut pas être trop tard pour nous. Ça n'est pas parce que c'est très tard et donc que vraisemblablement très emmêlé qu'il ne faut pas rester. Et pourtant, rester à ce moment-là de la situation, ça prend une sacrée compétence, ça prend un sacré courage, ça prend une sacrée équipe. Et donc, on a évidemment quelque chose de collectif, là encore, à construire. Pardon de me répéter. Merci beaucoup, Alice, pour cet éclairage complémentaire. Alors, du coup, pendant que vous parliez tous les uns les autres, le chat s'est orienté sur vraiment qu'est-ce qu'on fait. Alors, certains sont là dans l'intervention d'un médiateur médecin, d'autres sont là de reprendre le dialogue avec les intervenants, demander aux médecins d'intervenir dans un premier temps pour donner les informations sur le traitement. Est-ce que c'est discuté en comité d'éthique? Donc, on a un chat qui s'est beaucoup concentré sur qu'est-ce qu'on fait maintenant. Alors, peut-être Nicolas, Jean, et pour boucler ce cas pratique, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec quand on est RU, hein, notamment dans cette situation? Jean est peut-être en premier, Nicolas après, ou Nicolas peut-être en premier, puisque tu as l'expérience longue et riche de la HAD, Nicolas et Jean. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, en tant que RU, dans cette situation précisée? Vas-y, Nicolas. Ne serait-ce pas de la maltraitance, monsieur Vic, quelque part. Non, mais je pense que ce qu'a dit aussi Alice est important, c'est-à-dire qu'il faut créer un espace où on puisse discuter. Alors, est-ce que c'est la CDU? Est-ce que c'est dans un comité d'éthique? Peu importe, mais un lieu où l'ensemble des parties peuvent étudier ça, puisque comme Alice l'a fait remarquer, moi j'ai pris le côté de l'aidant, Jean le côté de la personne concernée, et Alice a évoqué aussi les professionnels. Donc il y a bien un moment une nécessité de croiser ces trois regards. L'objectif n'est pas de nous, chacun d'entre nous, vous avez bien compris, c'est pas qu'on donne raison à la personne qu'on a désignée, c'est qu'on voit bien que c'est multifactoriel, que ça concerne l'ensemble des personnes, et qui donc il y a nécessité de pouvoir croiser les choses. Et ça se fait, alors ça peut se faire à la CDU, ça peut se faire dans un autre cadre, mais en tout état de cause, il faut vraiment, ce type de cas nécessite qu'il y ait une réflexion qui permette y compris que chacun soit en vigilance par rapport à ça. Parce que ces situations-là, la situation qui est évoquée, même si elle peut être très, très différente d'un cas à l'autre, bien entendu, et le contexte peut être extrêmement différent, on l'a malgré tout souvent. Souvent, le domicile, c'est un lieu clos, c'est un huis clos qui se joue, qu'il y a des parcours de vie qui ont précédé le moment que l'on analyse, il y a un environnement qui est aussi peut-être spécifique, et c'est bien tous ces éléments-là qui vont permettre de pouvoir analyser le plus finement possible la situation et d'apporter une solution la plus adéquate, en adéquation avec notamment la volonté de la personne. Merci beaucoup, Nicolas, pour finalement cette conclusion de ce cas. Pas de réponse simple finalement à des problèmes complexes. C'est ce que nous apprennent ces deux cas pratiques qui nous ont permis de naviguer dans ces questions complexes et jamais finalement simples de la maltraitance, notamment dans le domaine de l'intime. Donc, voilà, je souhaitais terminer donc ces cas pratiques par vous remercier sur le chat. Vraiment, ça a été un plaisir de voir toutes vos réactions
intéressés, vos questions. C'est vraiment une modalité qu'on essayait aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, Alice, bien sûr, tu peux clôturer la session des cas. Est-ce que je peux juste rajouter poser une question à Nicolas? Il existe dans les établissements de santé la possibilité de médiation. Est-ce qu'on peut envisager une médiation à domicile avec un accompagnement du représentant des usagers pour les personnes soignées, pour les familles, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui existe dans le champ de l'HAD? Bien entendu, l'HAD, je rappelle, c'est un établissement de santé, on l'oublie, qui intervient en domicile, mais c'est un établissement de santé, c'est-à-dire que toutes les règles qui sont imposées aux établissements MCO sont les mêmes au niveau de l'HAD. Et bien entendu, nous, on participe chaque année à un certain nombre de médiations lorsqu'elles sont acceptées par les personnes, de médiation. Et donc, il y a des médecins médiateurs, il y a des non médicaux qui sont aussi médiateurs, et le représentant usager est systématiquement associé, si la personne ou les personnes concernées l'acceptent, à cette médiation. Okay. Et ça peut se faire à domicile? Ça peut se faire à domicile, ça peut se faire par téléphone, ça peut se faire. On s'adapte à toutes les situations et notamment, effectivement, il y a eu des médiations au domicile même de la personne. Okay. Et puis juste un dernier point, une dernière remarque, c'est la place fondamentale des aidants et que révèle ce cas particulier et la façon dont ils sont associés je dirais, à toute la prise en soin des personnes prises en charge à domicile. Et je pense que là, il y a une question centrale. Là. Voilà. Je laisse la parole à Alice. Alors justement, Alice, peut-être sur la fin du cas pratique et un petit peu peut-être, Alice, à 10 minutes de la fin, l'ouverture peut-être des ressources à nous partager, etc. On te laisse la parole. Oui, peut-être rebondir sur ce qui a été demandé sur la médiation, et ça a déjà été dit dans le chat. Pour qu'il y ait médiation, il faut qu'il y ait demande. Comment allez-vous amener cette femme à demander? Est-ce que cette femme demande? C'est pas si simple que ça. Et peut-être qu'on peut commencer par conscientiser et respecter le fait que précisément, elle ne demande pas. Et peut-être qu'on a un soignant qui peut commencer par se tourner vers cette femme au moment où peut-être il a quelques instants en lui disant « Je crois que je vois que vous avez mal et je crois que vous n'avez pas forcément envie de le dire pour le moment, mais vous savez, je l'ai vu. Et si vous voulez qu'on en parle, on en parlera. Mais pour l'instant, je vais juste vous dire ça, c'est que moi, j'ai l'impression que vous avez mal. » Donc, ne pas situer cette femme qui ne veut pas en parler. Si elle voulait en parler, elle l'aurait fait. Bon, donc, il y a quelque chose autour de la prise en compte de la réalité. Et pour l'instant, cette femme ne demande pas la médiation et le mari non plus. Et je pense que c'est la grande question autour de la médiation, c'est qu'il y a des moments dans des conflits où les gens demandent à être aidés et puis il y a des moments pas du tout. Donc, ça peut-être commencer par juste expliciter, non pas ce qui se passe, mais ce que l'on comprend. Et donc, monsieur, je comprends que vous êtes très énervé contre nous. Je ne sais pas si vous voulez nous dire pourquoi. Nous, on essaye de faire au mieux. On n'est pas tout à fait sûr. Voilà, on essaye de soigner avec ce qu'on sait faire. Mais dites-nous, voilà, dites-nous si on est intrusif, si on vous braque, vraiment, dites-nous. Et puis, madame, j'ai l'impression que vous avez un petit peu mal. Voilà, est-ce que vous voulez en parler? Ou si vous voulez faire un petit signe de la tête. Voilà, surtout si vous voulez me prendre la main ou écrire quelque chose, dites-moi, mais sinon, bien sûr, vous n'avez pas besoin d'en parler. Donc, peut-être commencer par être dans la situation avec ce que les gens nous donnent ou pas, avant de tout de suite aller vers la solution, par exemple, de la médiation qui n'est pas forcément demandée. Et enfin, peut-être pour finir de rebondir sur cette situation, j'ai envie de vous dire ce qui est peut-être déjà très évident pour tout le monde, mais c'est l'intérêt de l'anticipation. Moi, je suis très frappée de ce que, dans le chat, un certain nombre de fois, et d'entre vous, ont dit « Oui, j'ai eu cette situation ». Et c'était vrai pour l'EHPAD et c'était vrai pour le domicile. Je suis aussi frappée de ce que certains d'entre vous ont dit des choses personnelles, donc de leur carrière professionnelle, de leur vie familiale. Autrement dit, ces sujets-là, ils nous engagent tous fort, et pas seulement les personnes dont on est en train de parler dans cet EHPAD ou dans ce domicile. Par conséquent, je pense que France Asso Santé a un rôle, et vous avez tous un rôle très particulier, d'ouvrir le sujet de manière apaisée.
Je crois qu'on sait à quel point ces sujets peuvent ouvrir des conflits, des sentiments de culpabilité. Qu'est-ce que le mari a fait, n'a pas fait, qu'est-ce que la femme aurait dû faire, qu'est-ce que la soignante pourrait faire, ça. Avant de le faire et avant de résoudre, peut-être j'ai envie de vous dire que je sens très fort une ressource que vous êtes qui peut amener le sujet. Encore une fois, pas pour dire ça arrive, c'est arrivé, vite, vite, il faut résoudre ça ou pas, etc. Mais de dire peut-être les Français sont inquiets là-dessus et on en a parlé et moi je me pose telle ou telle question. Donc voilà ce à quoi j'ai envie de faire référence pour finir. Et pas finir du tout, bien sûr, mais sur ce cas pratique. Pour ce qui est des états généraux des maltraitances, ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est donc le fait que le ministre des Solidarités, la ministre déléguée aux personnes handicapées ont à cœur que les personnes en situation de vulnérabilité, comme les femmes victimes de violences, comme les enfants qui ont pu vivre des situations, peuvent vivre des situations de maltraitance, soient l'objet d'une attention, soient l'objet d'une intelligence collective, qu'il puisse y avoir des processus, des lieux, des espaces, des recours, des applications, des numéros d'alerte, des instances, et que tout ça soit clarifié et que tout ça permette une responsabilité individuelle et collective plus forte. Vous avez, certains d'entre vous, souligné que le silence, ce n'était pas seulement dans les familles, pas seulement les personnes elles-mêmes, mais aussi parmi les professionnels. Nous, c'est aussi ce qu'on observe. Le débat est tellement polarisé, finalement, il culpabilise tellement tout le monde qu'on se sent un petit peu embêté quand on ouvre le sujet, comme si on était déjà sur le point d'accuser quelqu'un. Mais non, on n'accuse personne, on ouvre. Quand on parle des violences faites aux femmes, on ne dit pas qu'on déteste tous les hommes. Quand on parle des violences sur mineurs, on ne dit pas que tous les enfants et que tous les parents sont des mauvais parents. Eh bien, parler de maltraitance envers des adultes en situation de vulnérabilité, c'est absolument pas chercher des coupables, c'est essayer de dire qu'est-ce que vous voyez, vous, de là où vous êtes, et comment est-ce qu'on peut collectivement mieux faire, et on est convaincu qu'on peut mieux faire. Les états généraux des maltraitances ont commencé le 6 mars, s'achèvent le 15 juillet. Tous ceux qui le souhaitent peuvent nous dire, ceux qui, que ce soit concernant les maltraitances à domicile ou que ce soit dans les établissements sociaux et médico-sociaux, seraient à améliorer, comment les CVS peuvent mieux fonctionner, que faire pour des maltraitances intrafamiliales. Nous avons essayé d'orienter les questions à partir de questions fondées sur l'étude de la littérature. Je vous donne un autre exemple que nous avons été chercher grâce à ceux qui nous entourent. Peut-être certains d'entre vous connaissent les dispositifs qui existent en matière de risques psychosociaux. Et en matière de risques psychosociaux, vous savez qu'il y a des processus très, très installés pour donner suite quand une équipe ne va pas bien. Et ce qu'on constate dans le secteur médico-social, c'est quand une équipe ne va pas bien, il y a de très fortes chances que les personnes accueillies et accompagnées, il y ait des dommages collatéraux, pardon de le dire comme ça, c'est pas très bien dit. Et par conséquent, on a posé la question dans la concertation, comment est-ce qu'on pourrait faire pour que dès lors qu'il y a une alerte dans une équipe, on se pose toujours la question de l'alerte par rapport peut-être à des impacts sur les personnes. Toutes ces questions, elles sont à votre disposition pour tous ceux qui ne sont pas dans le secteur médico-social, mais peut-être ont envie de réfléchir puisque vous êtes venus. N'hésitez pas, les documents, je les ferai passer par France Asso Santé. Ils sont à votre disposition. On a aussi auditionné l'ensemble des conseillers aux affaires sociales de la France pour qu'aux États-Unis, en Suède, en Allemagne, en Italie, on aille chercher ce qui marche mieux pour que les personnes en situation de vulnérabilité soient, encore une fois, l'objet d'une intelligence collective et d'une attention plus soutenue. Ce que j'ai vraiment à cœur de vous dire, c'est ce par quoi j'ai commencé. Nous lançons cela modestement. Nous n'avons pas de leçons à donner à personne. En revanche, les contributions que vous pourrez proposer, les cas, la subtilité de ce que vous dites, les complexités, les ambivalences, on veut les entendre parce qu'on a une progression très forte à pouvoir vous proposer aux uns et aux autres. Donc, merci par avance à tous ceux qui auront envie de contribuer pour le secteur social, médico-social et pour les personnes vulnérables. Et puis, pour les autres, encore une fois, tous ces documents sont pour vous si vous avez envie d'y réfléchir et d'ouvrir des débats dans vos espaces.
Eh bien, un grand merci à tous les participants pour tous ces échanges très, très riches sur le chat. Merci également à nos 3 intervenants experts, hein. Je souligne qu'il y a énormément de remerciements aussi dans le chat pour toutes les informations qui ont été données. Et avant de clôturer ce webinaire, n'hésitez pas à nous dire si ce format vous avait intéressé, si vous avez trouvé ça pertinent d'articuler le webinaire autour de 2 cas concrets plutôt que d'enchaîner des présentations un peu plus théoriques. Merci beaucoup à tous et puis très bonne fin de journée. Merci. Merci beaucoup. Merci bien.